Ici Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. J'ai démarré l'hôtellerie parce que je faisais de la guitare. Je dirais, si je devais donner un conseil de base aux hôteliers, c'est vraiment de comprendre qu'en fait, le marketing hôtelier, c'est un ensemble d'engrenages. Un client qui reçoit donc des vraies campagnes de fidélisation, des bonnes choses bien faites, pas juste du spam lourd, aura 2 fois plus de chances de revenir dans le même hôtel lorsqu'il reviendra dans la même région. Pour moi, la première chose qu'on devrait regarder, c'est quels sont les clients qui sont fidélisables. Moi, mon mantra de vie, c'est ne soyez pas comme les autres, soyez comme vous êtes. Si vous êtes différent, c'est super. Mes chers insiders, soyez les bienvenus sur le premier podcast hôtelier qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat. Management et leadership. Développement personnel et durable. Vous souhaitez dynamiser vos services de conciergerie? Ne cherchez plus et découvrez Jana Concierge, mon nouveau partenaire. Avec Jana Concierge, digitalisez votre offre de service, simplifiez le back-office de vos employés et offrez à vos clients un service exceptionnel. Gestion des itinéraires, communication via WhatsApp, statistiques claires et transparentes sur l'activité de conciergerie, autant d'options que vous allez adorer. Faites de votre conciergerie le centre névralgique de la satisfaction client avec Jana Concierge. En plus, bénéficiez d'une remise sur les frais d'installation en disant que vous venez de ma part. Et si le sujet vous passionne, allez écouter l'épisode avec Adrien Maltez, le fondateur de Jana Concierge, que j'ai récemment reçu sur le podcast. C'est l'heure de propulser votre expérience client vers de nouveaux sommets. C'est un expert du marketing hôtelier que je reçois aujourd'hui. Il a même un podcast sur le sujet. Je suis ravi de l'accueillir pour qu'il nous partage sa vision. Bonjour, Tony Loeb. Hello Maxime, dis donc quel accueil, c'est vraiment tu me mets sur un piédestal. Je te remercie, ça me fait vraiment plaisir. Mais sache que je suis extrêmement fan de ce que tu fais aussi. Ah génial, eh bah, écoute, on va pas se lancer des fleurs pendant 1 heure, mais moi aussi j'apprécie beaucoup ton podcast et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. J'aime bien mettre les choses dans l'espace. Tu peux déjà nous dire d'où est-ce qu'on se parle? Alors écoute, moi je suis en ce moment en Afrique du Sud où j'ai vécu, pendant ça fait 8 mois que je suis arrivé ici et je reviens enfin non, c'est pas vrai, je reviens pas dans un mois en France, je dois refaire un petit saut à l'étranger pour un gros, gros projet et je reviens en France pendant l'été. OK, mais donc ta résidence principale maintenant est en Afrique du Sud, en tout cas une partie de l'année? Non. Non, 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 c'était vraiment une année un petit peu exceptionnelle, et si tu veux, je te raconterai un petit peu après comment je suis arrivé là. C'est une belle Alors histoire, écoute, mais non, non. je veux bien, je crois que tu as beaucoup d'années, d'historique à nous raconter, mais je te laisse dérouler la pelote dans le sens que tu veux pour nous raconter, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui, face à moi? Eh bien, alors est-ce que tu veux que je te fasse quoi? Un petit résumé de mon parcours On ou va faire juste les grandes là? lignes. Ouais. Moi, je me suis beaucoup intéressé à ton parcours entrepreneurial notamment, que je connaissais, la partie création d'entreprise et cetera, mais je voudrais pas trop spoiler maintenant, donc je te laisse, dévoiler ça comme tu veux. Eh ben, écoute, moi j'ai démarré l'hôtellerie parce que je faisais de la guitare. Voilà, je D'accord. pense que tu l'as pas entendu souvent ça, mais c'est Pas vrai. encore, non. Voilà, en fait, j'ai quitté l'école très jeune. Voilà, j'enregistrais pas. J'adorais apprendre, j'adore apprendre, mais le système scolaire français, c'était pas pour moi. Et donc j'ai quitté ça très jeune et ma mère m'a dit: «Écoute, j'ai pas de problème avec toi, mais si tu veux quitter l'école, tu es l'homme de la maison et donc tu payes la moitié du loyer parce que soit tu es à l'école, soit tu travailles». Elle m'a un petit peu mis la pression comme ça. J'ai OK. réussi à gagner quelques mois parce que je lui ai dit: «Oh, j'ai une opportunité de partir en Angleterre pendant quelques mois pour apprendre un petit peu l'anglais». Elle m'a dit: «Bon, OK, ça passe». J'ai dû négocier et en revenant, bah, ça faisait des années que je faisais de la guitare. Avec quelques potes, on crée un groupe de musique, on est des rockers, on va devenir des grandes stars. Enfin, j'ai 16 ans, hein, donc Mmh.
donc voilà, je fais de la guitare et en fait, un soir, on est en train de répéter chez un de mes amis, le pianiste et son père, me dit: «Bah, écoute, tiens, Tony, je cherche quelqu'un pour classer quelques papiers. Est-ce que tu pourrais pas venir, m'aider 1 ou 2 semaines?» Et j'arrive dans sa boîte avec l'idée de me faire un petit billet, bah, parce que c'était les vacances, enfin les vacances, j'étais plus à l'école, donc c'était juste l'été. Je me dis: «Bah, c'est très cool» et là, je découvre une agence web spécialisée dans l'hôtellerie qui vient juste d'être créée il y a quelques mois. Donc il y a juste les fondateurs, il y a pas d'employés et en fait, je me passionne pour ça et puis, bah, petit à petit, en fait, je vais intégrer leur équipe et finalement, en fait, bah, je vais lâcher, la musique. Alors j'en fais toujours, j'adore ça, mais je lâche ça, donc on va dire, je lâche le but professionnel Ouais. et je vais intégrer cette boîte et en fait, comme je suis le premier employé, je vais me retrouver à 19 ans directeur technique de l'entreprise et à ce moment-là, j'ai je crois pas loin d'une vingtaine de personnes, dont je m'occupe. Suite à ça, je vais évoluer sur une autre structure après où je vais, m'occuper de toute la partie R&D donc sur la boîte qui s'appelle WIP Hotel ou WIP en abréviation, en abrégé, je trouve plus mes mots, excuse-moi. Et donc voilà, je m'occupais de toute la recherche et développement et en fait, là-bas, faut voir je vais intégrer cette entreprise en 2008 et à l'époque, bah, les OTA, tout ça, c'est pas un vrai sujet, c'est pas encore un gros problème, c'est en train de le devenir. Et donc je me retrouvais dès le début à aider des hôtels en disant: «Beh, comment est-ce qu'on peut en fait développer de la méthodologie, on va dire, pour pouvoir vous aider à acquérir les clients en direct?» Donc je vais faire ça, puis après je m'occupais de tout le pôle consulting et finalement, en 2013, si mes souvenirs sont bons, 2014, je vais cofonder le CRM Expérience où, Oui. je vais m'occuper de toute la partie, donc directeur associé et également, sales et marketing de l'entreprise pendant 8 ans et voilà et puis, après Génial. Et je tu suis parti sur autre considères chose. que, ta spécialité à toi, c'est vrai que moi je voyais plutôt le marketing, mais tu as aussi tout un background, assez tech et dev en Oui, fait, c'est ça? tout à fait. Tout à fait. En fait, je suis moins connu pour ça parce que depuis 10 ans, je suis plus connu sur la partie sales et marketing, mais Ouais, base, absolument. à la base, je code, je peux faire des sites web, je maîtrise Photoshop parfaitement, enfin, je peux faire de l'édition vidéo. À l'époque, alors, ça parlera aux plus vieux d'entre vous qui écoutaient le podcast, je faisais du Flash. C'est vraiment une autre époque ça, le Flash. D'accord. Donc ouais, non, non, j'ai un Pour le coup, ça vrai me parle pas du tout. ah bah, écoute, c'était au tout début d'internet, la façon d'animer des sites, c'était avec un logiciel qui s'appelait Flash et donc D'accord. c'était un peu la grande révolution. C'était Donc voilà. Adobe, non? Je me souviens de Adobe Flash, non, il y a pas un truc comme ça? C'était effectivement, c'était ça, Adobe Bon, Flash, mais voilà, juste Flash comme ça. très bien, Donc OK. voilà. Hyper, très, très intéressant et Mmh donc, mh. tu as cofondé, Expérience. On va revenir juste après sur, Expérience et la partie, Oui, CRM parce que j'avais vraiment envie, de m'attarder là-dessus. Mais, avec plaisir. du coup, aujourd'hui, tu ne travailles plus pour Expérience Hôtel? Non, 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 j'ai revendu, mes parts et puis, je suis parti sur d'autres projets parce que j'avais d'autres envies, d'autres besoins et puis je me retrouvais plus là-bas pour Mmh, différentes raisons personnelles et professionnelles. Donc voilà, d'accord. aujourd'hui, je vis en Afrique du Sud, enfin je vis, non. J'ai passé 1 an en Afrique du Sud, et où j'ai pu passer aussi beaucoup de temps avec mes filles, lancer le podcast 10 minutes pour un hôtelier et préparer de très, très beaux projets pour le futur. Génial. Est-ce que tu peux déjà nous teaser, 1 ou 2 de ces projets? Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Alors, ça va être en fait, ça va être l'évolution naturelle du podcast. Donc, je peux pas encore, expliquer tout parce que le grand release va être début septembre. D'accord. Mais voilà, ça va être l'évolution du podcast. En fait, le podcast a été créé à la base pour répondre à un besoin particulier qui est les hôteliers aujourd'hui, quand on leur demande leur problème principal, c'est: «J'ai pas le temps». Bien sûr qu'il y a j'ai pas l'argent, bien sûr qu'il y a TripAdvisor me prend la tête, je sais pas comment gérer mes clients, il y a tout un tas de choses. Mais le numéro 1 qui ressort, c'est: «J'ai pas le temps». En fait, quand j'ai lancé 10 minutes pour l'hôtelier, le but, c'est de te dire: «Bah, voilà, vous avez pas le temps, et ben, en 10 minutes, je vais vous enseigner un point de marketing et on va dérouler ensemble comme ça tout le parcours client, à chaque fois en 10 minutes». Alors, dans les faits, j'arrive jamais à tenir 10 minutes, c'est plutôt 12-13 minutes, C'est vrai, mais mais bon, honnêtement, c'est pas très long, ça reste quand même très condensé. Pour, voilà. avoir écouté 100 de tes épisodes, ils Waouh! sont quand même, toujours très, très corrects. Je suis depuis le début, Bon, bah, écoute, je hein. te remercie. Donc voilà, donc Donc ça va être vraiment une évolution de ça, de 10 minutes, c'est comment vous apporter de l'information en pas de temps. mmh, Voilà. donc en fait, ta cible, c'est hôtelier, tout hôtelier confondu, tout type d'hôtellerie confondu? Oui, 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 il y a pas de raison parce que de toute façon, enfin, on va dire peut-être moins les maisons d'hôtes, pour certains épisodes. Parce que quand on va parler par exemple de d'OTA ou de revenu management, ce genre de choses, c'est peut-être moins un sujet pour eux. Maintenant, quand on va parler de site web, ça reste un vrai sujet pour tout le monde. Donc il y a tout un tas de Mmh. choses. En fait, je pense que tout type d'hôtellerie va finir par se retrouver plus ou moins dans certains épisodes
Et voilà. Et après, bah, l'hôtellerie, on va dire standard, de 1 à 5 étoiles, de 10 à 500 chambres, là, par contre, ils vont se retrouver dans tous les épisodes. OK, génial. Alors justement, Mmh mh. puisqu'on parle de ton podcast, un peu du type de conseils que tu partages, est-ce que tu pourrais transmettre ici soit des conseils que tu n'as jamais partagés ou peut-être un résumé de conseils un peu clés, des conseils marketing pour un hôtelier? C'est vrai que ton podcast et le mien, ils sont assez différents. Moi, je fais Mmh. souvent des interviews, longues, voire très longues. Là où toi, c'est très court et Ouais. condensé. Toi, tu es un spécialiste du marketing. Moi, je m'intéresse beaucoup à ces sujets, bah, justement pour voir comment est-ce que moi je peux apporter à mes hôteliers avec lesquels je travaille plus sur le côté opérationnel. Donc est-ce Mmh que mh. tu aurais, un peu peut-être les basiques ou les incontournables conseils marketing pour un hôtelier qu'on pourrait partager Bien ici? sûr, bien sûr. Alors tu m'as demandé des conseils que j'ai encore jamais donnés. En fait, la vérité, c'est vrai que j'essaye moi de jouer la transparence à 100. C'est-à-dire que tout ce que je sais, je le partage. Ça a toujours été Mmh. ma philosophie de vie. Et donc voilà, donc j'ai pas de, on va dire, les seuls conseils que j'ai pas encore donnés, c'est les conseils que je vais donner dans mes prochains podcasts. Après, pour moi, le point le plus important ici, je dirais, si je devais donner un conseil de base aux hôteliers, c'est vraiment de comprendre qu'en fait, le marketing hôtelier, c'est un ensemble d'engrenages. Malheureusement, vous avez dans le passé, probablement toujours dans le présent et il y en aura toujours dans le futur, des commerciaux d'entreprise qui vont venir, qui vont vous expliquer que leur solution, c'est le truc miraculeux qui fait que l'hôtel va cartonner, il va tripler son chiffre d'affaires, il y aura plus de réservations sur les hôtels, et cetera. Et chacun est en train de dire: «Oui, mais parce que moi, avec ceci, c'est vraiment la révolution». C'est jamais vrai. C'est malheureusement jamais vrai. En fait, dans le marketing hôtelier, c'est vraiment, il faut imaginer que c'est un moteur avec tout un tas d'engrenages et en fait, vous avez 7 engrenages majeurs et chacun de ces engrenages doit tourner parfaitement et s'enclencher parfaitement dans le suivant pour pouvoir déclencher un mécanisme. Et en fait, c'est quand tous ces engrenages sont bien huilés et fonctionnent que là, on a un hôtel qui juste cartonne. Et après, effectivement, c'est d'ailleurs le premier épisode de mon podcast, c'est celui que j'ai appelé «Les 7 clés du marketing hôtelier», ce sont ces 7 engrenages. Alors je ne sais pas si tu veux que je détaille un petit peu qu'est-ce Je veux bien dans les grandes lignes quand même, on a le temps donc tu peux y aller. OK, ça marche. Donc le premier engrenage, c'est simplement la visibilité. En fait, quand on est une société, la première chose qu'on doit faire, avant même de penser comment je vais mieux convertir, comment je vais récupérer plus de clients en direct, comment je vais faire une bonne expérience client, comment je vais fitter, avant de penser à tout ça, la première chose, c'est il faut que j'aie des clients. Tu vois? Moi, j'ai un ancien ami à moi, enfin non, non, un très bon ami à moi, mais avec, on va dire, avec qui j'ai travaillé il y a très, très longtemps, c'est pour ça que je dis un ancien Mmh. collaborateur et très bon ami aujourd'hui, qui donnait toujours cet exemple quand il parlait d'un hôtel. Il disait: «Voilà, aujourd'hui, sur internet, vous devez être prévisible. Vous pouvez avoir le plus bel hôtel du monde, s'il est dans une petite rue paumée, il aura pas de passage. S'il est au milieu des Champs-Élysées, il aura beaucoup de visibilité». Et en fait, la première partie, quand on parle de marketing hôtelier, c'est la visibilité. Et donc, c'est malheureux à dire, et même quand on parle de marketing direct, c'est qu'en fait, la première partie, c'est de se rendre très visible sur TripAdvisor, sur Booking, sur Expedia, et cetera. On veut surexposer son hôtel parce qu'on veut créer de l'intérêt. Le deuxième engrenage, en fait, c'est la suite logique. C'est parce que vous avez des gens qui vont vous trouver. 50 de ces gens-là vont vouloir ensuite aller sur Google pour rechercher votre site web pour avoir plus d'informations. Pas pour réserver. Vous avez un épisode qui parle précisément de pourquoi pas pour réserver, c'est très important. Les gens qui passent sur le site d'un hôtel n'y vont pas pour réserver. Ils y vont principalement pour regarder les photos et avoir quelques informations supplémentaires. Et donc, en D'accord. fait, le deuxième engrenage ici, c'est ce qu'on appelle le brand protection, la protection de la marque. Pour faire très simple, sans rentrer encore une fois dans un milliard de détails, parce que je traite ça autre part. Mais si vous allez sur Google, vous tapez le nom de votre hôtel, vous avez probablement une pub de Booking qui dit, bah, pour réserver cet hôtel, venez chez moi. Ça, c'est ce qu'on appelle du brand jacking, du vol de marque. Ça vient du carjacking, qui est le vol de voiture, où Oui. on s'arrêtait à un feu rouge. Et voilà. Et c'est pas une légende, hein. On imagine bien. Ouais, bah, je peux te jurer qu'étant en Afrique du Sud, c'est un des premiers trucs qu'on te brief ici. En disant, voilà, la nuit, s'il y a un feu rouge, etc., tu t'arrêtes pas au feu rouge. Voilà, ça fait partie des modes de vie ici parce qu'à cause du carjacking. Donc j'ai Ouais. découvert ici, voilà, un petit peu toute cette histoire. Donc voilà, donc la deuxième étape, ça va être de faire en sorte que quand les gens cherchent votre site web, ils tombent sur le site web de l'hôtel et non pas encore sur un autre distributeur. Le troisième engrenage, ça va être, bah, une fois que le client est arrivé sur le site web, comment on va le convertir? Donc page par page, quels sont les messages qu'on doit lui donner? Quelles sont les offres? Comment on doit les créer? Qu'est-ce qu'on fait si le client s'en va du site web pour pouvoir le ramener? Comment régler son moteur de réservation? Etc. Le quatrième engrenage, c'est tout ce qui va se passer entre le moment où le client clique sur acheter et le moment où le client arrive. Donc, on va avoir des choses comme
confirmation de réservation, les emails pré-séjour, des formulaires d'enquête, l'arrivée. On pourrait même dire que des choses comme quand on sort de l'aéroport, le shuttle jusqu'à l'hôtel fait partie de cette quatrième étape. C'est vraiment ce que moi Complètement. j'appelle la préparation de l'arrivée. La cinquième étape, et alors là, on rentre complètement dans ton domaine, c'est tout ce qui se passe dans l'hôtel. Oui. Donc là, effectivement, là, ça, c'est ton domaine d'expertise à 100%. Moi, par contre, je vais donner après plus des conseils sur la partie digitale de la chose. La sixième étape, elle est très rapide, c'est simplement la réputation. Parce qu'en fait, cette sixième étape, c'est pas parce qu'un client est parti content d'un hôtel qu'il va noter l'hôtel Ouais. positivement sur TripAdvisor. Et c'est pas parce qu'il est parti content et qu'on l'a incité qu'il va noter 5 sur 5 ou 10 sur 10 selon la plateforme. Donc en fait, la réputation, c'est vraiment un sujet très important. Et en fait, ce sujet, il est capital parce que plus on a une réputation qui augmente, plus la première étape, qui était la visibilité, augmente. Et donc Mmh. en fait, on a un cercle vertueux. Complètement. Et donc, J'en parlais avec, Thibaut Cellier de Solike que j'ai reçu, en début de saison, sur ce podcast qui disait ça mhm, justement que la dernière étape d'un client dans son parcours est également la première étape du client suivant. Donc exactement. c'est très, très intéressant de travailler là-dessus sur ce cercle vertueux. Exactement, mais c'est pas la dernière étape. En fait, c'est la dernière étape d'un parcours, on va dire standard. Mais en réalité, Ouais. il y a la dernière, ouais, exactement, la vraie dernière étape, c'est la fidélisation client, qui est encore une autre méthodologie. Il faut voir que c'est pas parce qu'un client était content qu'il reviendra dans l'hôtel. En fait, statistiquement parlant, un client qui reçoit donc des vraies campagnes de fidélisation, que ce soit des programmes de fidélité, des emailing, et ça, des bonnes choses bien faites, hein, pas juste du spam lourd, aura 2 fois plus de chances de revenir dans le même hôtel lorsqu'il reviendra dans la même région. Donc en réalité, en fait, il y a une septième étape qui est presque un canal de distribution parallèle que tu vas créer. Ton client t'a découvert, il a découvert ta marque, il est allé sur ton site web, il a été converti, il arrive dans ton hôtel, il vit une expérience extraordinaire, il met un commentaire positif sur toi et ensuite, il se met à recevoir des communications de ta part intelligentes, qui ne soient pas du spam, pour l'inciter soit à revenir, soit à parler de toi. Et Oui. là, en fait, c'est la septième étape. Et cette dernière étape-là, c'est celle qui va faire la différence entre beaucoup de bénéfices et très peu de bénéfices. Bien sûr. Tu vois ce que je trouve hyper intéressant dans tout ce que tu dis, toi, ton approche, et la mienne à côté, c'est à quel point elles sont, à la fois parallèles et à quel point elles se complètent et c'est parfois un point qui peut me frustrer quand j'échange avec des hôteliers qui comprennent pas ça. Soit, des marketeurs qui sont trop marketing et qui oublient l'importance de la relation humaine et qu'en fait, Mmh. on fait du marketing pour pouvoir prendre soin de nos clients dans les hôtels. Et d'un autre Exactement. côté, des hôteliers qui ont, le cœur sur la main, qui savent faire un beau service, mais qui ont pas compris qu'en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu as beau faire le meilleur service du monde, si personne ne te connaît, en fait, ton hôtel, ton restaurant, il est vide et C'est il ça, faut il faut travailler sur ces 2 aspects pour, bah, en fait, avoir, une vraie, force de frappe, une vraie, clientèle qui vienne, qui revienne et avoir, bah, ce flux constant de clientèle. c'est ça. Mais c'est ce que je te disais, c'est que pour moi, le premier conseil que je donne à tous les hôteliers, c'est qu'en réalité, c'est un ensemble d'engrenages. Ouais. L'expérience client n'est qu'un des engrenages. Et on pourrait même après, moi je l'ai divisé en 7 grands engrenages, mais on pourrait presque avoir des sous-engrenages dedans. Tu pourrais presque dire que la qualité de ta vitrine n'est qu'un engrenage, tu vois? Et je me Ouais, souviens à l'époque donc quand j'étais chez Expérience et que donc je proposais le CRM, je me souviens d'un hôtel qui m'a dit: «Ah bah non, je voudrais pas prendre le CRM, je dois refaire une salle de bain». Et à l'époque, ça m'avait choqué. Je me suis dit: «Mais ouais. comment une salle de bain de une de tes 40 chambres peut passer devant un de ces 7 engrenages majeurs qui fait que tu vas fluidifier tout ton parcours client et en fait créer beaucoup plus de résultats qu'avec une salle de bain?» Et tu as raison sur ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des personnes qui sont trop spécialisées, qui manquent d'un point de vue un petit peu plus Et oui. large. Ouais, non, Voilà, complètement. Ça, c'est très, très intéressant, et c'est aussi pour ça que, ben, des consultants extérieurs comme nous, c'est interviennent un ça. moment. Moi-même, tu vois, quand, j'interviens dans des hôtels, je me retrouve face à cette complexité aussi où il faut travailler sur tellement de points. On est obligé Mmh, d'être spécialiste de beaucoup, beaucoup de sujets différents pour pouvoir répondre à l'hôtelier et en plus, chaque hôtel étant différent, les problématiques, elles diffèrent quand même. Même si là, tu as donné des grandes généralités qui s'appliquent à tous les établissements, c'est vrai. Après, il y a des spécificités. J'ai un hôtel bien sûr. saisonnier. Est-ce que, je suis en ville ou est-ce que je suis plutôt en province? Est-ce que je suis un gros porteur, un petit porteur, 2 étoiles, 5 étoiles? Tout ça, ça change aussi Ah dans la oui. manière dont on va communiquer et échanger avec nos clients. Complètement. Est-ce que j'ai une clientèle corpo, une clientèle tourisme, une clientèle, de famille? Ça change Ouais, énormément. ouais, c'est très, Ouais, très complètement. intéressant.
Tu le sais certainement, puisque tu écoutes mes épisodes, mais le Tout à le fait. côté digital me plaît aussi Mmh. et les CRM notamment. Mon audience normalement elle est habituée maintenant à ce que c'est qu'un CRM, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes. Mmh. Toi, c'est quelque chose que tu connais très bien, mais Un pour petit moi peu. le CR un petit peu oui, tout à fait. Tu as créé donc Expérience, c'était en 2014, c'est ça? C'est ça. Alors, en 2014, en fait, le produit expérience, de mémoire, le premier client signé doit être novembre 2014, D'accord. de Expérience qui mémoire. aujourd'hui s'appelle Expérience Hôtel, je crois, pour qu'on se repère? Non, en fait, ça s'est toujours appelé expérience hôtel mais c'est vrai que dans tout le monde dit expérience, mais ça s'est toujours appelé D'accord, expérience hôtel. Ouais. très bien. Mmh. C'est quoi la genèse du projet? Pourquoi est-ce que tu décides de créer ça? Moi, si je Mmh me mh. projette à cette époque, il y avait pas de CRM en effet, Non. à cette époque-là, on ne voyait pas forcément l'intérêt. On parlait de PMS, PMS, PMS tout le temps, hem et j'ai l'impression que maintenant, c'est difficile d'avoir une conversation, de PMS sans Mmh. mettre CRM à côté parce que, Tout à fait. bah, cet outil en 10 ans, il est arrivé sur le marché et prend de plus en plus de place. Alors, tu as totalement raison. En fait, l'histoire, elle est très simple. C'est que, donc moi, ça faisait 13 ans que je travaillais sur l'acquisition de clients et le marketing hôtelier et cetera. J'avais envie à un moment de faire autre chose, j'avais envie de lancer un nouveau projet et donc avec, des anciens collaborateurs, on décide de se mettre ensemble et de travailler sur différentes choses. Alors, on a fait tout un tas de sites web, on est sorti de l'hôtellerie pendant quelques mois parce qu'on avait envie de regarder un petit peu ce qui se faisait aussi à côté pour se rafraîchir, pour donner de nouvelles idées, un nouveau point de vue sur le sujet. Et moi, je sais que j'avais quelque chose qui me restait en tête et que je n'avais jamais réussi à solutionner dans toutes les boîtes dans lesquelles j'avais pu travailler avant et dans toutes les solutions que j'avais vues. C'était, en fait, c'est ce fameux septième engrenage qui était comment fidéliser un client. Oui, Parce qu'il suffit pas juste d'envoyer un mailing à tous tes clients pour dire venez ici, c'est pas cher. Non, ça marche pas. Et c'est coûteux, ça prend du temps, ça marche pas, etc. Et en fait, j'avais ce problème-là qui était un problème irrésolu. Et je me disais: «Mais comment on pourrait faire? Comment on pourrait faire? Comment on pourrait faire?» Et donc en fait, avec mes collaborateurs, je commence à leur expliquer ma vision de la chose et je leur dis: «Pour moi, le la 1re chose qu'on devrait regarder, c'est quels sont les clients qui sont fidélisables». En fait, quand on a un hôtel de 50 chambres et qu'on a 50 clients, alors quand je dis clients, j'entends un couple ou un client seul, on va dire, c'est une unité de clients. oui, Combien vont potentiellement revenir dans l'hôtel? Pas 50. Si tu prends, en France, le japonais ça fait 40 ans qu'il prépare son tour de l'Europe, il va faire la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne et cetera. Il reviendra pas en France. Donc ce client-là, il est pas fidélisable. Après ce client peut faire du bouche à oreille, c'est encore autre chose. Mais donc en fait, la première chose que je me disais, c'était: «Mais comment faire pour pouvoir découvrir quels sont sur ces 50 clients, les 2, 3, 4, 5, peut-être 10, 15 clients qui sont fidélisables sur lesquels on devrait travailler?» Et la première idée que j'aimais là-dessus, c'est de dire: «Bah, plutôt que de faire juste des enquêtes de satisfaction standard, faisons des enquêtes de satisfaction quand le client part, où on va lui poser des questions pour créer un vrai, ce qu'on appelle un persona. Donc un stéréotype de client qui revient et on va découvrir qu'en fait, ce sont les Italiens, que ceci et cetera et cetera. Et donc on part sur cette idée, ça on trouve ça génial et en fait, dans une de nos réunions où on parlait de tout ça, j'ai un de mes associés de l'époque qui dit: «Mais attends Tony, pourquoi attendre que le client soit parti pour savoir si il va potentiellement revenir dans l'hôtel? Pourquoi on lui demanderait pas avant qu'il arrive? Comme ça, on améliore son expérience client parce qu'on sait que ce client peut fidéliser». Et là, on se dit: «Mais oui, c'est exactement ça». Et en fait, c'est le mix de ces 2 idées-là. En fait, c'était moi qui avais identifié ce besoin et lui qui trouve la meilleure façon de le faire, qui ont donné naissance à ce concept qui à l'époque n'existait pas, le fameux email et formulaire de pré-accueil qu'aujourd'hui on voit dans tous les hôtels. ouais, absolument. Voilà, c'est ça l'histoire, derrière. Et La après, en genèse du fait, projet. la genèse du projet, en fait, ça revient toujours la même chose, c'était mon but de dire: «Comment est-ce qu'on va vous aider à pouvoir faire plus de réservations en direct?» Et donc là, je voulais attaquer par l'angle fidélisation. Et ce qui est très marrant, c'est que finalement, en fait, Expérience va évoluer et dans les dernières années d'Expérience, on va effectivement travailler énormément sur l'aspect fidélisation client en se servant de tout ce qu'on appelle les années précédentes. Mmh. Hyper intéressant. Voilà, voilà la On genèse. on est, c'est bien de comprendre, comment est-ce qu'on en est arrivé là. On est une petite dizaine d'années plus tard. Mmh mh. Selon toi, pas seulement Expérience, mais le marché du CRM et je vais même être plus précis, du CRM hôtelier, comment Oui. est-ce qu'il est amené à évoluer, dans les années à Ah, venir et notamment avec des technologies entrantes qui sont quand même très puissantes? alors
Ma réponse va pas plaire. Je pense que malheureusement, à l'heure actuelle, aujourd'hui, on a maxé. On est arrivé à la limite de ce qu'on peut faire avec le CRM. Pas de la Ah! faute des CRM, pas de la faute de technologies comme ChatGPT, et cetera, qui sont des petits bijoux. Moi, je m'amuse comme un fou avec ça, mais en fait, à cause de l'écosystème hôtelier. Le problème, c'est que l'écosystème hôtelier, c'est un écosystème qui est éclaté au sens littéral. Vous avez 50 PMS, vous avez 50 channel managers, vous avez 30 personnes qui vont gérer les accès ports, tu sais, les cartes automatiques. Vous Ouais. avez tout un tas de choses partout, partout, partout. Et en fait, le problème, c'est que au milieu de tout ça, la donnée client, elle est pas fluide. Et donc, là, je te parle par exemple de ce que j'ai vécu moi avec expérience. Heu, il y a certains PMS, on va dire assez récents pour qui c'était, bah, on se connectait avec eux, on pouvait récupérer tout un tas d'informations clients. Il y a beaucoup de PMS, beaucoup, beaucoup, beaucoup de PMS, j'insiste sur les beaucoup et je dirai pas de nom, mais bon, s'ils écoutent, ils se reconnaîtront, qui arrivaient à nous envoyer 5 informations sur le client. Et en fait, le problème, c'est qu'on a un écosystème hôtelier qui est pas du tout, équilibré. On a certains logiciels très puissants, d'autres pas du tout puissants. Mais admettons qu'on a un logiciel extrêmement puissant, un PMS très moderne, qui est donc, ce qu'on appelle API first, c'est-à-dire où on peut se connecter à tout sans problème, et cetera. Oui. Mais qu'à côté de ça, on a un système de gestion de cartes ou des bornes de check-in ou une billetterie, qui sont des vieux trucs. Mais le CRM, il fait quoi au milieu? Il a d'un coup beaucoup de données, mais à droite, il peut pas les utiliser. Ouais, je Et vois. en fait, le problème, c'est qu'il faut que tout l'écosystème se modernise pour que les données puissent un petit peu plus, puissent carrément plus circuler. Et à ce moment-là, les CRM vont pouvoir évoluer sur ce que moi ce qu'on appelle l'hyper-personnalisation. C'est vraiment comment connaître son client tellement parfaitement qu'on lui offre une expérience parfaite. Mmh. Je pense que dans 10, 15 ans, effectivement, le CRM sera totalement le point central au niveau de la clientèle et c'est le CRM qui va, décider, de quelle couleur devrait être, la luminosité de la chambre. Est-ce que, le lit devrait être plutôt comme ci, comme ça? Quelle est la température? Enfin, toutes ces choses-là. Mais en Ouais. fait, encore une fois, ça passera parce que, la donnée, elle pourra circuler, C'est parfaitement. très intéressant et donc c'est un problème en effet de d'homogénéité des C'est ça. technologies, et des différents outils. Pour, C'est les auditeurs exactement qui ça. nous ont suivis jusque-là, Mmh. je vais donner un exemple comment moi je le traduis, tu me dis si ça colle. Mais, par exemple, aujourd'hui donc on a des CRM qui arrivent à collecter des supers infos, des PMS, qui peuvent être ouverts. Mais si je prends ton exemple de serrure admettons, l'info elle Mmh. remonte pas, donc je sais pas à quelle heure mon client il est rentré, ressorti, alors qu'en fait cette info elle pourrait très bien remonter dans mon Exactement. PMS, puis dans mon CRM, ce qui me permet de, pourquoi pas, envoyer une notification dans mon outil spécifique à ma gouvernante pour aller faire la chambre, ça pourrait être C'est automatisé. exactement. Tout Tout ça, à ça fait. circule pas encore, comme ça «devrait» entre guillemets pour optimiser l'utilisation d'un Exactement. outil CRM. Mmh. Pour faire une analogie très simple, c'est comme si un client arrivait et disait au réceptionniste, «Demain, j'ai besoin d'avoir mon petit déjeuner à 6 heures du matin parce que j'ai un avion à 7 heures», et que le réceptionniste ne donnait jamais l'information à la personne en charge des petits déjeuners. Ouais. Mmh. Parce C'est que exactement ce qui se passe d'un point de vue informatique. tu vois, tu as synthétisé un sujet que moi j'ai beaucoup, sur lequel je travaille beaucoup justement avec les hôteliers quand je les accompagne. Quelle suite d'outils C'est utiliser, pas ça. juste un seul. Beaucoup, se concentrent sur le PMS, ils ont raison parce que c'est un peu l'incontournable, mais ils pensent pas dans cette logique-là. Et après moi Mmh, j'interviens dans certains établissements, ils disent: «Bah oui, j'ai tel PMS». Bah ouais, mais le problème c'est qu'à partir du moment où vous avez tel PMS, on est déjà bloqué, c'est dommage, vous avez payé 40 000 €. c'est ça. Et là on va être un petit peu bloqué. Donc du coup, J'adore. on peut pas plugger les bons Tu fais outils. comment j'adore comment tu fais de la politique. Vous êtes un petit peu bloqué. Ouais, mais c'est Tu assez arrives c'est à assez mettre plus tu arrives à mettre plus de formes que moi. Moi, des fois, j'ai tendance à dire: «Bah, je sais pas pourquoi vous avez choisi ça, quoi. C'est nul». chacun sa spécialité, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, exactement. Toi, c'est non, Très intéressant. mais tu vois, en fait, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure sur le fait de quand tu commences à visualiser toute ta digitalisation, tout ton parcours client comme un ensemble, tu choisis pas de PMS tant que tu as pas visualisé tout le reste et tant que tu as pas une idée de tout ce que tu veux. Et quand tu choisis un PMS, tu sais déjà à peu près les autres solutions que tu veux avoir et tu vas dire: «Est-ce que vous vous connectez à ça, 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 ça? Est-ce que la donnée, elle part comme ci, comme ça? À quelle vitesse?» Mmh. Tu vois, je te donne un autre exemple de problème. Alors bon, je tape sur les PMS, mais c'est pas les pires. Mais tu vois, le PMS qui te fait un update toutes les heures ou toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures. Tu vois? Si tu veux commencer à pouvoir envoyer des confirmations de réservation un petit peu sympas à tes clients,
tu fais quoi? Le client réserve, tu attends 3 heures avant de lui envoyer un mail pour lui dire: «C'est bon, on Ouais. a réceptionné». C'est horrible, Dans le c'est monde horrible. actuel, c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Mmh. Donc voilà, ce genre de choses, bah, c'est dommage. Ouais, on pourrait résumer en disant, voilà, la grande étape 1 de ce point de vue-là, pour moi, c'est cartographier le parcours client. Exactement. Et après, Voilà, qu'est-ce qu'on met c'est dedans? ça. Qu'est-ce qu'on plug à quel endroit? Et comment est-ce que, C'est d'un point de vue technologique, ça se résume, ouais. c'est exactement ça, tu l'as parfaitement résumé. Moi, j'appelle ça, Mmh. tu vois, visualiser tous les engrenages, mais cartographier le parcours client, c'est exactement ce qu'il faut faire avant de prendre quoi que ce soit comme décision technologique. Bon, ravi que nos 2 corps de métier arrivent à s'harmoniser, j'en doutais pas. Moi non plus. Mon cher Tony, c'est l'heure d'une pause, amicale, podcastique. Ce que je te Ah! propose, c'est un jeu. Si tu écoutes mon podcast, tu l'as peut-être déjà Ouais? entendu, mais je Mmh. sais que toi, tu en as besoin comme moi pour, Vas-y. augmenter un petit peu la visibilité du podcast. Tu sais, on a un peu besoin de nos fameuses notes et de nos commentaires, les TripAdvisor, tu connais ça très, très bien aussi. Tout à Moi, ce fait. que je te propose, c'est de me donner un mot-clé de ton choix et que les auditeurs, qui mettront ce mot-clé, en commentaire Apple Podcast avec une note, si possible 5 étoiles, Mmh mh. auront un bénéfice que tu leur offres de ton choix. Eh bien, écoute, tu sais quoi? On va mettre comme mot-clé, pomme de pin, Pomme parce de que pin, ça a aucun rapport. très bien. Et voilà, et si effectivement, bah, les auditeurs, ont un hôtel et qui mettent le mot-clé pomme de pin, ils pourront me contacter, bah, via mon site web, hein, tonylab.com, et je leur ferai un petit consulting, un premier consulting par mail sur comment est-ce que je peux les aider. En tout cas, s'ils ont 1 ou 2 questions, je m'engage à répondre. Voilà, Génial, parfait. Tu risques de recevoir quelques pommes de pin alors, sois vigilant. exactement. Je te dis ça, mais ça me manque, j'ai pas de pommes de pin ici. C'est beau les pommes de pin. Il y en a peu en Afrique du Sud, en effet. Non, il y en a pas, voilà, Hem, ça me rend triste. c'est le moment d'ouvrir, sur, toi et ton passé. Mmh mh. Je trouvais, voilà, très intéressant de comprendre un petit peu ton parcours pro, de voir, ton évolution. Tu nous as résumé très rapidement, il y a quand même une dizaine d'années de CRM, Mmh mh. et aujourd'hui tout ce que tu fais pour le marketing hôtelier. Mmh mh. Hem, Si tu pouvais voyager dans le temps et que tu pouvais revenir en arrière, on va dire Ah, à la tes bonne débuts question. de carrière, est-ce que tu ferais quelque chose différemment et si oui, qu'est-ce que ce serait? C'est une très bonne question. Écoute, pendant longtemps, c'est plus le cas aujourd'hui, mais pendant longtemps, j'avais un manque d'assurance, sur le fait de gérer un projet personnel. Tout seul, je veux dire. Et j'avais toujours l'idée que peu importe le projet, je parle aussi bien perso que pro, hein, attention. Je devais avoir des gens avec moi pour, créer ce dynamisme, ensemble et puis, bah, pour m'épauler sur, ce que je considérais à l'époque comme mes faiblesses. Et c'est vrai qu'en faisant ça, ça me fait faire des choix à certains moments de ma vie qui étaient pas forcément optimum. Heu et voilà, aujourd'hui, je pense que si je pouvais revenir dans le passé, je dirais: «Tony, en fait, tu t'en sors très, très bien quand tu prends un projet, de A à Z tout seul. Fais-toi plus confiance». Voilà, Se faire si je devais confiance. revenir à mon moi de 16 ans qui se lançait, dans l'industrie hôtelière et dans le marketing, je pense que je me dirais ça à l'époque, Ouais, tu c'est un vois? très bon conseil. Je pense que Voilà. beaucoup d'entre nous aimeraient se le donner. On manque souvent de confiance en soi, on est un peu dans le syndrome de l'imposteur à ses débuts et ça s'atténue qu'avec le temps malheureusement. Mais voyez, c'est ça et puis après c'est vrai que, enfin, on a chacun nos faiblesses. Moi, par exemple, une de mes grandes faiblesses, c'est la comptabilité. C'est pas mon truc. Moi, les papiers, la comptabilité, c'est pas mon truc. Autant j'adore les chiffres parce que j'adore les maths, puis je suis pas grand de développeur, mais voilà, moi, l'idée de envoyer des factures et cetera. Mais en fait, plutôt que de s'en faire un problème et de dire: «Bah, je lancerai pas ma boîte, je lancerai pas tel projet parce que je suis pas bon en compta», en fait, il y a tout un tas de solutions. Aujourd'hui, moi, je travaille avec un cabinet comptable qu'un ami m'a recommandé et c'est simple. La première fois que je les ai contactés, je leur ai dit: «Voilà, bonjour, je suis nul en compta, parlez-moi comme à un enfant de 2 ans». Je leur ai donné tout de suite le ton en disant: «C'est comme ça qu'il faut me parler» et en fait, finalement, en partant de cette démarche, bah, aujourd'hui, je m'en sors très, très bien. Je comprends plutôt pas mal la comptabilité. Mmh. Voilà. Tu passé à un niveau d'enfant de 4 ans, bravo. Peut-être pas encore 4 ans, mais j'y travaille. J'ai bientôt mon examen. Dans cette, suite d'ouverture, est-ce que tu as une recommandation de lecture? Hem Alors, de recommandations de lecture, je vais t'en donner quelques-unes, pro et perso, OK? OK. Pro pour moi, mes 2 grands livres de ces dernières années, le premier c'est Dream Team de Ludovic Giraudon.
C'est vraiment un ouvrage exceptionnel qui correspond avec ma philosophie de vie qui est l'humain avant tout et en Attends, fait, il Ludovic t'explique Giraudon, c'est lui qui a créé Chance, non? Qu'est-ce qu'il a fait Ludovic Giraudon? non, il a créé je sais plus, je sais qu'il a créé un gros média. Il Ouais, le dit dans l'intro de son livre, mais je dois t'avouer que oui. l'intro, c'est parce que j'ai relu plusieurs fois. Non, mais il t'explique tout, comment faire du recrutement, comment faire de l'onboarding, quelle est l'importance de l'humain dans une entreprise et voilà, moi j'ai été extrêmement fan et puis après j'ai eu l'occasion d'échanger un peu avec Ludovic qui est quelqu'un de formidable. Donc voilà, si vous avez, alors c'est moins pour quand on travaille tout seul, mais si vous travaillez avec du monde ou vous projetez de travailler avec du monde, vraiment ça c'est un ouvrage que je vous conseille. Le deuxième ouvrage que je vous conseille en pro, c'est The Sales Acceleration Formula, la formule d'accélération des ventes de Mark Roberge. C'est le seul ouvrage que j'ai trouvé qui est écrit par un ingénieur pour un directeur commercial. Ça colle pas. Mais en fait, le gars est un ingénieur à la base, c'est un développeur et il s'est dit: «Comment je vais créer un service commercial dans une petite entreprise?» et alors, je sais plus si c'était HubSpot ou Salesforce, parce que en fait, j'en ai lu 2 en même temps, mais c'est l'une des 2 et D'accord. donc bon, petite entreprise et non, c'était HubSpot celui-là, parce que Salesforce, c'était un autre livre que j'ai beaucoup aimé, mais qui était moins fou que celui-là et il t'explique, voilà, comment, en fait, il a eu un point de vue d'ingénieur sur mettre en place un service commercial de manière à systématiquement faire exploser les ventes d'une entreprise et j'ai trouvé ça passionnant. Ça, ce serait pour les livres et en perso, ça va être Pug l'apprenti de Raymond Feist. Parce qu'en fait, quand j'étais petit, je détestais lire. C'était pas mon truc. Mais j'étais un grand, grand passionné de jeux de rôle qu'on voit dans Stranger Things. Vous voyez, tu vois les gamins qui jouent dans Stranger Things, c'était moi Ouais. quand j'étais dans les peut-être un petit peu après, dans les années 90. Et ma mère, qui est une grande littéraire, qui a fait Cain, Hippocane, et cetera, ça la déprimait que son fils unique ne lise pas. Et donc, elle tentait désespérément de me trouver un livre. Et un jour, elle est tombée sur ce Pug l'apprenti qui était écrit par un gars qui était un passionné de jeux de rôle. Elle m'a dit: «Tiens, regarde, il adore les jeux de rôle comme toi». J'ai lu ça, j'ai dévoré le livre et depuis, je lis 1, 2, voire 3 livres par mois depuis plus de 20 ans. Waouh, OK. Comme quoi Donc tout est voilà, possible, tu vois? C'est un message d'espoir aussi. c'est un message d'espoir et justement, pour aller avec ce message d'espoir, l'autre livre perso que je conseillerais, c'est La stratégie d'Ender, d'Orson Scott Card, qui est un petit livre de science-fiction et qui, pour moi, est mon livre découverte quand quelqu'un me dit: j'aime pas trop la lecture». Je dis: «Tiens, prends ça». OK, La stratégie super. d'Ender, c'est tout petit, c'est un volume, c'est fantastique. Voilà. Eh ben, écoute, on a non pas un livre, mais une bibliothèque. Je te remercie. Ça me fait de la lecture pour les mois à venir. Ah bah, écoute, tu vas Hem, tu vas adorer. dans cette dynamique-là, est-ce que tu as une citation favorite ou un mantra que tu aimes te répéter? J'ai pas de citation favorite. Il y en a plein que j'adore, mais oui, plutôt un mantra. Je pense que ça répondrait plus. En fait, je comment dire ça, sans sans fâcher trop de monde? Je pars du principe que la différence, en fait, est quelque chose de fantastique et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans une société où c'est une société qui pousse au copier-coller. Faut tout le monde être habillé pareil, tout avoir le même style de job, faire le même style d'études. Enfin, quand on prend TikTok, même si l'outil est rigolo, TikTok, c'est pas un souci, mais 90 des vidéos te sont fais un copier-coller des autres et obtiens des likes comme ça. C'est une société entière qui pousse le «soyez tous pareils» et moi, je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'en fait, les gens différents ont tendance à être exclus alors qu'en réalité, ce sont eux qui font avancer les choses. Je te donne un exemple. Quand j'étais petit, il y avait 3 choses que j'aimais beaucoup. Donc tu as compris les jeux de rôle, j'en parlais, hein, c'est ce qui m'a permis aussi de devenir après un plutôt bon conférencier parce que le jeu de rôle, c'était rien de plus que du théâtre. J'adorais les Marvel, j'étais un grand, grand fan de X-Men et j'adorais forcément tout le côté geek technologique. Ouais. Donc que ce soit des jeux vidéo, des ordinateurs et cetera. À l'époque, il y a 20 ans, quand tu aimais les jeux de rôle, que tu aimais Marvel et que tu aimais, la technologie, tu étais un nerd et donc tu étais exclu de tous les groupes. Personne ne t'aimait. Quand tu regardes aujourd'hui, Stranger Things a refait boomer les jeux de rôle. Les Marvel sont les films qui rapportent le plus d'argent et qui sont dans le box office, tu vois, à chaque fois, année après année, dès qu'il y en a un qui sort, c'est un gros carton. Et la technologie, quand tout le monde se bat pour avoir le dernier iPhone, le dernier Samsung, le meilleur computer, etc. En fait, les gens différents qui sont exclus finissent par faire évoluer la société sur tout un tas de choses. Et donc voilà, moi, mon mantra de vie, c'est ne soyez pas comme les autres, soyez comme vous êtes. Et si vous êtes différent, c'est super. Mmh. Voilà. Génial. Yeah, ça me fait penser à cette citation, «Soyez comme vous êtes, tous les autres sont déjà pris». Je sais pas si tu as déjà entendu?
Elle est magnifique. Ouais, Exactement. Mais ouais, c'est ça reflète parfaitement l'idée que j'ai du sujet. trop bien. Voilà. Tony, après toi, pour nous Oui. parler de tous ces sujets, ça peut être le marketing, ça peut être l'excellence de service ou toute thématique que tu jugeras pertinente, qui Mmh. aimerais-tu voir invité sur Hospitality Insiders? Jean-Paul Belmondo, j'adore. Je suis hyper fan. OK, Bon, ça va voilà, être dur. rebelle. Non, ça va être un peu Ça dur. Non, sinon, écoute, honnêtement, moi, là, comme ça, je te dirais, j'ai beaucoup d'amis hôteliers, qui ont eu une façon de faire les choses, de manière différente ou qui ont bien compris, tu vois, ce problème dont on n'arrête pas de parler, toi et moi, sur avoir une vision globale. J'ai certains amis hôteliers qui ont vraiment réussi depuis 20 ans à avoir cette vision globale et à faire des choix qui s'accordent cette cartographie. Et je trouve que d'avoir des hôteliers comme ça qui arriveraient dans ton podcast et qui diraient: «Bah, voilà, étape par étape», tu peux même reprendre, si tu veux, les 7 engrenages que je t'ai donnés. Comment eux, ils ont fait sur chacun de ces engrenages-là, ouais, je pense que ce serait extraordinairement instructif et ça attirerait beaucoup de monde, sur ton podcast. en pratique Voilà, d'avoir, les conseils, et c'est de ça relier ça et avec le point de vue marketing. exactement, mais vraiment, alors ça, c'est tu as dit un mot qui est très important, c'est le côté pratique. Il y a beaucoup de choses qui sont très théoriques et puis, en fait, il faut arriver à avoir des gens qui sont extrêmement pratiques en disant: «Voilà, moi j'ai fait A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D» et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est presque une to-do list. Tu termines le podcast, tu as une to-do list, tu as plus qu'à refaire. Voilà, moi je pense que ce Mmh. serait super intéressant d'avoir ce genre de personnes. Si tu veux, je te donnerai quelques noms après avec grand, grand plaisir. Ouais, bah, écoute, je Voilà, prends et on les accueillera avec joie sur Hospitality Insiders. super. Hem, Quelqu'un qui aurait mis, pomme de pain en commentaire et qui voudrait continuer de discuter avec toi, quel est le meilleur moyen de te contacter? Écoute, il peut tenter de me contacter sur mon site web tonylub.com ou par LinkedIn en allant sur mon profil ou alors sur mon mail tonylub, tonyloeb.pro, pro@gmail.com. Parfait, Voilà, je mettrai, toutes les références, dans la description du podcast, comme d'habitude et enfin, mon cher exactement. Tony, je te laisse Mmh. le mot de la fin. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer à nos insiders? Eh ben, oui. En fait, je pense que peu de gens se rendent compte à quel point lancer un média comme le tien ou comme le mien ou de lancer ce genre de projet est un travail conséquent. Parce que ça enfin, là, je vais parler par exemple moi sur mon podcast, mais je sais que pour toi c'est la même chose. C'est des heures et des heures d'écriture en avance, c'est des heures et des heures d'enregistrement, c'est des heures et des heures de montage. En fait, chaque épisode, c'est des jours entiers de travail pour arriver des fois à quelques minutes de quelque chose qui sonne bien et qui a un bon rythme et cetera et c'est enfin, combien d'épisodes j'ai pu réenregistrer, réenregistrer, j'ai enregistré, réenregistré et cetera et et c'est vrai qu'en fait dans en prenant conscience de à quel point c'est du travail, voilà, je vous invite tous les insiders à vraiment essayer, là, pour le coup, d'épauler Maxime sur son travail et dès que vous avez un épisode qui vous plaît, de le partager sur vos réseaux, de l'envoyer à vos amis, de vraiment participer comme vous pouvez pour faire en sorte que ce soit un succès. Parce qu'effectivement, ça lui prend beaucoup, beaucoup de temps et je pense qu'il le mérite grandement et si jamais au passage vous voulez faire ça pour moi, je vous en remercie. Mais voilà, c'est vraiment, la prise de conscience que c'est pas 5 minutes pour enregistrer un épisode. Mes chers insiders, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez que je publie de nombreux contenus sous différentes formes. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous à la newsletter et rejoignez la communauté des insiders. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.